Nous sommes maintenant avec M. Jean-Simon Levert, qui est maire de la municipalité de Mont-Blanc. M. Levert, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ben oui, bonjour, merci. Oui, je vais très bien, vous aussi? Ça va très bien également. M. Levert, vous entamez votre deuxième mandat, c'est bien cela? Exactement. Élu par acclamation, donc il n'y a pas vraiment eu de campagne électorale. Ma première question, c'est, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une leçon que vous avez tirée de votre premier mandat qui vous sera très utile et que vous apporterez lors de votre second mandat? C'est quelque chose que j'ai appris lors de mon premier mandat, c'est l'importance de la consultation, puis en fait de consulter les citoyens et puis en fait la transparence, c'est assez important, puis du fait aussi que on a chez nous, on a beaucoup je vais dire, d'engouement pour la vie municipale, la vie citoyenne. Okay. C'est quelque chose que j'ai appris, je dirais ça, c'est la participation citoyenne, la consultation, puis chaque étape est importante pour aller de l'avant. Vous êtes relativement choyé parce qu'au niveau du Québec, l'engouement pour la politique municipale, c'est quelque chose qui manque dans la plupart des villes municipalités. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment participer à la vie politique municipale. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à Mont-Blanc qui fait en sorte que la population se sente plus interpellée par cette politique municipale-là? Je ne pourrais pas répondre avec la réponse exacte, mais ce que je sais, c'est que depuis que je suis en poste, les séances du conseil sont très prisées, je dirais ça comme ça. La participation, elle est grande. On a souvent près de 30 personnes dans l'assistance. Je ne sais pas ce que ça représente ailleurs. Je ne sais pas le taux d'assistance ailleurs, mais chez nous, on a fait un grand pas vers l'avant. Puis les gens sont d'âge différents aussi. Donc, mais 30 personnes à la municipalité de Mont-Blanc, c'est bon. Moi, je travaille pour la ville de Sainte-Thérèse. On est à peu près 28 000 résidents, puis c'est rare qu'il y ait 30 personnes dans la salle, à moins qu'il y ait des gros sujets contentieux ou litigieux qui sont abordés. Fait que 30 personnes, vous avez une population de combien? On est autour de 4 000. C'est un bon ratio. Je vous félicite. On est autour de 4 000. Puis, je ne sais pas si ça représente le taux d'intérêt, mais on a présentement, dans le nouveau conseil, on a une jeune femme là, qui n'a pas 30 ans encore comme conseillère municipale qui assistait à pratiquement toutes les séances par le passé. Puis, c'est un mouvement quasiment pan-québécois parce que dans la plupart des villes et municipalités, on le voit à l'UMQ, on le voit comme sur tous les comités, il y a de plus en plus de jeunes conseillers municipaux, ce qui est une chose extraordinaire. Extraordinaire est le bon mot. Important. Et donc, cette personne, cette nouvelle conseillère, vous croyez qu'elle sera d'un bon apport à votre... c'est un ajout... c'est un ajout très, très, très positif. Marie-Lou, elle est d'une présence exceptionnelle, malgré le fait... Mais tu sais, en fait, elle ne s'est pas présentée dans notre équipe. Elle était indépendante. Elle m'avait sollicité, mais mon équipe était déjà complète. Donc, elle m'a dit, je me présente quand même. Puis, j'étais très heureux de voir qu'elle s'était présentée et très... elle a défait un de mes conseillers que j'appréciais beaucoup, mais son ajout dans l'équipe du conseil, ce n'est que du positif pour la vie municipale, pour les citoyens, pour le futur. J'ose espérer qu'elle va rester longtemps. Merveilleux. Donc, l'une des choses les plus importantes, en fait, la chose la plus importante qu'une équipe municipale fait chaque année, c'est le budget, qui est d'adopter soit décembre, janvier, février. Et donc, votre budget de cette année s'élève à quasiment 13 millions, donc 12,7 millions de dollars à peu près. C'est une augmentation, je pense, de quelques... 900 000, là, presque 1 million. Oui. Cette augmentation-là, la raison pour laquelle votre budget augmente, les gens le savent, une municipalité n'a pas le droit de faire de profit, donc revenus moins dépenses, ça doit arriver toujours à zéro. Et donc, si les dépenses augmentent, les revenus doivent augmenter. C'est les dépenses qui dictent l'augmentation du budget. Quelles ont été les augmentations de dépenses les plus importantes pour l'année 2026? Nous, les deux hausses les plus importantes sont au niveau de la sécurité publique. Nous faisons partie d'un regroupement pour le service d'incendie à Mont-Tremblant. Mont-Tremblant augmente beaucoup, notre quote-part augmente beaucoup et la Sûreté du Québec.
les deux combinés ensemble, ça représente 179 000 d'augmentation. Okay. On a beaucoup de contrats aussi qu'on a eu à renouveler. Puis, on s'entend que les entrepreneurs, eux, ne suivent pas une augmentation l'IPC. Donc, nos augmentations de contrats nous ont fait mal. Puis, on est quand même assez heureux. Là. On a un très bon taux de rétention. Nos employés restent. Puis, là, ils ont eu une belle augmentation de salaire. Donc, j'aimerais rentrer dans ce sujet-là avec vous parce que j'ai eu récemment une discussion similaire avec le maire de Val-David, M. Rochelot, que c'est dur de comprendre ou c'est dur de comprendre la notion de l'augmentation des coûts d'une municipalité. Parce qu'un résident, les dépenses vont augmenter au niveau de l'inflation, 2 3 Et cette augmentation va représenter quelques cents ici et là, puis au final, ça augmente et ça s'accumule. Mais sur un budget de 12,7 millions de dollars, les augmentations ne sont pas à titre de 2 ou 3 %. Ça ne suit pas l'IPC parce que, comme vous avez mentionné, les entrepreneurs vont jacker leur prix vers le haut. Une municipalité est régie par des lois qui font en sorte que vous n'avez pas tout à fait le droit de négocier certains contrats. C'est le plus bas soumissionnaire conforme. Et donc, expliquez-nous à Mont-Blanc, je m'excuse, ça se peut que je m'excuse à l'avance, ça se peut que j'utilise encore Saint-Faustin, la Carré, je suis désolé. Donc, expliquez-nous à Mont-Blanc les défis que ces augmentations de dépenses, que c'est l'augmentation du coût, moi j'appelle ça le coût de la vie d'une municipalité. Parlez-moi de ces défis-là à Mont-Blanc, s'il vous plaît. Aussitôt que nous voulons faire l'acquisition d'un bien ou d'un service, il est bien évident que les membres de notre équipe, les directeurs de services, font les démarches appropriées. Là. On va faire une demande de tous 3 prix ou on va… dépendamment du prix, dépendamment… Ouais. Puis, nous, le choix des entrepreneurs qu'on contacte, étant donné qu'on est quand même une petite municipalité, qu'on est loin des grands centres, les entrepreneurs de la région reviennent assez souvent dans nos cercles de négociation puis nos cercles de contact. Ça, vous ne pouvez pas parler à Pomerleau, par exemple, ou SNC-Lavalin. Vos choix sont limités. C'est ça. Donc, nous, à chaque fois qu'on va faire une démarche, puis à chaque fois qu'on va contacter un contracteur ou un entrepreneur ou l'achat d'un véhicule, on est quand même assez limité dans notre pouvoir de négociation. Je dirais ça comme ça. Puis, le coût de l'essence varie beaucoup. Donc, les entrepreneurs, je dirais, se protègent dans leur augmentation pour absorber tout ça. Puis, ici, je dirais que je vais appeler ça du cannibalisme, là, mais ce n'est pas le bon mot. Les entrepreneurs locaux, je dirais, le cercle dans lequel ils sont capables d'aller chercher leurs employés, il est quand même assez restreint. Donc, pour garder leurs employés, eux aussi doivent donner des salaires plus élevés. Donc, ils ont des salaires à payer. Donc, eux, ils ajustent leur prix aussi en conséquence dans leur contrat pour pouvoir garder leurs salariés puis pouvoir leur donner des conditions qui sont intéressantes. Une chose que je sais que certaines plus grosses municipalités et villes voient ça, et dites-moi si c'est également le cas à Mont-Blanc, c'est que lorsque la municipalité ou la ville accorde un contrat pour la construction d'un édifice, par exemple, ou n'importe quel contrat des travaux, le plus bas soumissionnaire conforme, souvent, va avoir un prix relativement bas, mais au cours des travaux, les avocats de l'entrepreneur ou l'équipe d'avocats de l'entreprise va aller gratter des sous ici et là et va poursuivre la personne ou l'entreprise ou la ville qui accorde le contrat pour dire « Ah, vous avez mal estimé le coût de ces travaux-ci. » Et donc, oui, le plus bas soumissionnaire conforme va remporter l'appel d'offres à un prix X, mais au fil de la durée de vie des travaux, il y a des sommes qui s'ajoutent toujours à ça, c'est inévitable, ce qui augmente encore plus le coût du prix du coût de la vie d'une municipalité, par exemple. Mais chez nous, on n'a pas eu cette problématique-là parce que notre dernier gros contrat, c'est la construction de nos ateliers municipaux. Puis là, je vais donner un chiffre. On a 117 à droite en allant vers le nord. Oui, c'est ça. On tourne autour de 10 millions le contrat. Puis, notre directeur des travaux publics a été très vigilant. Il a, je dirais, le bon mot, là, je le cherche, mais je l'ai en anglais, là, challenger souvent l'entrepreneur. Au moment des travaux, on a réussi,
on négociait régulièrement, mais des fois on gagnait, des fois on perdait, puis le montant n'a pas excédé le 10 puis on avait prévu un avenant de 10 puis on ne l'a pas atteint. Donc, on était chanceux. C'est le seul gros contrat qu'on a eu à travailler puis à négocier. Pour le reste, là, c'est des petits contrats pour lesquels c'est des travaux d'asphaltage ou puis on arrive très, 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 très régulièrement au montant que notre responsable, notre directeur des travaux publics avait estimé. Donc, on n'est pas tant victime de cette négociation-là de la part des avocats puis de la part des entrepreneurs. Merveilleux. Vous avez mentionné la hausse du coût du maintien des services qui se chiffre à quasiment 427 000 Ces services-là, pouvez-vous les définir? Pouvez-vous nous dire comment pas exactement où vont les montants, mais comment se répartit ce 427 000 Bien, on a les services de travaux publics. Donc, c'est tout ce qui est déneigement, c'est tout ce qui est entretien de la route l'été, des rues. Quand je dis la route, là, je les inclus toutes. Oui. C'est le traitement des eaux. On a eu justement, il a fallu aller faire un nettoyage des boues à notre usine d'épuration. Donc, ça, les travaux publics, c'est les travaux majeurs. Là. C'est là notre plus grosse poche de dépenses, si on veut. On a notre service des loisirs. On a investi encore un peu d'argent pour bonifier notre service des loisirs. On parle du festibiaire pendant l'été, toutes les activités qui ont rapport au camp de jour, qui ont rapport aux activités hivernales aussi. Un de nos autres services, c'est le service d'urbanisme. Là, nos dépenses, c'est surtout au niveau de la main-d'œuvre, des ressources humaines. Quel autre service que j'oublie? La culture. Pardon? Le greffe, c'est de l'administration. C'est un service à la population au niveau de l'administration, mais quand je pense de service, je pense à activité, là, si on veut, une activité de déneigement ou une activité. Les communications, M. Levert, c'est l'un des services essentiels que vous offrez à la population. Mais au niveau des communications, on n'a pas été chanceux dernièrement. On n'avait personne en fait, on avait une employée, on avait une coordonnatrice à la communication, mais étant une petite municipalité, on faisait, je dirais, la base. On donnait le service minimum. Maintenant, avec Sophie, on cherche à monter un petit peu plus, mais on n'a pas un tant gros budget en communication. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on investit. Vous avez mentionné, par contre, un virage vers la consultation publique. La consultation publique, l'expérience citoyenne, la participation de la population, ça relève du service des communications. Donc, est-ce que c'est un virage que vous allez prendre, que vous avez déjà pris? On a déjà pris, mais ça, ce que ça implique, là, c'est du temps supplémentaire des ressources humaines, le directeur de l'urbanisme qui reste, le directeur général pour préparer les présentations, les consultations. Fait qu'on n'a pas tant... en tant que grosse dépense en communication, ça a été notre tableau numérique, là, une vingtaine de milliers de dollars, là, mais pour le reste, là, on n'a pas déployé un grand service puis une grande dépense, si on veut engager une grande dépense. Le babillard numérique que vous avez mentionné était prévu dans quelle année du PTI? On l'a installé, je pense, honnêtement, là, si je ne me trompe pas, c'est l'année passée, l'année précédente qu'on a installé ça, pas il y a 2 ans, là, mais en 2025. Okay, donc, dans le plan triennal d'immobilisation 26, 27, 28, quels sont les gros projets à venir? Parce que vous m'avez mentionné les ateliers municipaux qui sont finis, donc ça, c'est dans un PTI passé. Quels sont les gros projets d'envergure? En fait, là, on a cessé nos chemins un peu partout. Un peu comme tout le Québec, là, nos chemins se détériorent à vitesse grand V. Là où il faut investir le plus, c'est dans la réfection de nos chemins. Donc, on a ciblé quelques chemins pour lesquels on a demandé des autorisations, pas des autorisations, des subventions ministérielles. Ce sont des chemins qui ont été légués étant donné que nos taxes nous rapportent pas tant au niveau des infrastructures routières, on choisit de travailler des chemins pour lesquels on a des subventions. Puis là, on a fait 3 demandes. Depuis plusieurs années, on a fait le chemin des lacs, on a fait le chemin de la Sauvagine. Puis là, on aurait voulu faire le chemin
j'oublie son nom, du lac, bon, je ne le nommerai pas, mais anciennement qui menait au golfe Mountain Acres. Cette demande-là a été refusée. On n'a pas eu la subvention, mais là, on vise un chemin qui va être dans le centre de la municipalité, là. Le fait qu'il y a une réduction des redevances pour la tech et le fait qu'il n'y ait plus une scène dans le programme Primo jusqu'en 2028, j'imagine que vous êtes bien affecté par ça ou est-ce que vous n'aviez pas de projet en lien avec ces sujets? On a des projets en lien avec ça, puis on a eu des financements qui vont nous permettre de continuer nos projets par la tech. Mais c'est pas ça qui nous embrouille le plus, là. Ce qui nous embrouille le plus, c'est la diminution très grande de subventions au niveau de la réfection des chemins, là. OK. C'est notre défi. C'est ça, je pense que c'est 1,8 million sur 3 ans pour la réfection des chemins. Qu'on avait prévu, oui. Une autre grosse dépense, c'est le parc de la gare, 2,55 millions de dollars. J'imagine, je ne suis pas tout à fait à jour sur la topographie de votre municipalité, mais est-ce que le parc de la gare, c'est le parc central, c'est le plus gros, j'imagine, pour une dépense de la sorte? Oui, ce parc-là est situé en plein cœur du lac Carré, du secteur lac Carré, là où est la gare. On a un très beau projet. Ça fait plusieurs années qu'il est sur la glace, là. On voudrait bien avancer ce projet-là parce qu'on a priorisé d'autres choses lors de mon premier mandat. Là, on a un défi avec le tennis. Il faut regarder ce qu'on fait avec le tennis. Donc, il rentrerait dans la planification du parc de la gare. On avait plusieurs phases. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est tourner sur la planche à dessin avec le nouveau conseil. Est-ce que le nouveau conseil veut regarder les anciennes visées? En fait, on avait l'intention d'implanter plusieurs petites sections dans ce parc-là. Est-ce que le nouveau conseil veut aller encore dans cette direction-là ou a d'autres idées? Le tennis, il faut regarder où on le place. Le parc à chiens qu'on a mis là en test, on reçoit beaucoup de commentaires, donc il faut se pencher sur ça aussi, là. Mais le parc à chiens fait partie des priorités. Le parc de la gare fait partie des priorités. Parlez-moi un petit peu de l'importance d'avoir comme le parc de la gare, d'avoir un endroit accueillant, d'avoir des installations modernes pour créer une effervescence communautaire. Donc, un lieu central où les gens peuvent se rassembler, discuter, se rencontrer. Parlez-moi de cette importance-là. Parlez-moi, s'il vous plaît, de pourquoi vous voulez faire du parc de la gare cet endroit-là. On veut faire du parc de la gare cet endroit-là parce qu'il y a aussi un potentiel de développement, je dirais, commercial. On a accordé 2 projets pour lesquels ça prenait un espace commercial. On veut avoir un point central de rencontre des gens, là où il y aurait une petite vie, je vais dire, de quartier. Ce n'est pas nécessairement un quartier, mais c'est demandé par les citoyens aussi d'avoir un pôle de rencontre. Puis on y croit, nous aussi. Là, ça a été assez facile lorsqu'on a reçu cette demande-là de dire, ben oui, c'est vers là qu'on veut s'en aller. Tout notre projet de développement de la municipalité, là, on est notre gros défi cette année, bien, en fait, pendant ce terme-là, c'est la refonte des règlements d'urbanisme. On veut s'arrimer avec le nouveau schéma d'aménagement qui va venir de la MRC, qui va descendre des OGAP. Puis, dans notre grande réflexion, bien, ce qu'on veut, c'est que dans cet endroit-là, il y ait une vie commerciale, une vie communautaire. C'est important, le parc de la gare fait partie de tout ça. Allez-vous tenir une consultation publique pour la refonte des règlements d'urbanisme? On va tout faire selon les normes. Puis, comme je le disais tantôt, pour nous, c'est important la consultation des citoyens. Donc, oui, parlez-moi de ça, s'il vous plaît, parce que le règlement d'urbanisme, c'est une des choses qui affecte le plus directement la vie des citoyens, dans sorte que la seconde qu'il y a une rénovation à faire, la seconde qu'il y a un achat, la seconde qu'il y a quoi que ce soit en lien avec un terrain ou un bâtiment, le règlement d'urbanisme est concerné. Donc, interpellez, je vous donne 1 minute, 2 minutes de temps que vous voulez pour interpeller les résidents, pour participer à cette consultation publique-là lorsqu'elle aura lieu, parce que c'est essentiel pour leur quotidien. En fait, ce que j'ai envie de dire, là, c'est qu'on a donné le mandat à une firme pour nous préparer cette grande démarche-là. On a 3 nouvelles personnes dans le conseil. Donc, on n'est pas un conseil, je dirais, unanime. Là. On n'est pas une équipe Levert. On a une équipe Mont-Blanc dans laquelle il y a 3 conseillers qui sont indépendants.
On a un défi de concordance, on a un défi d'organisation. Les 3 conseillers qui sont indépendants sont aussi au fait qu'il faut faire toute cette refonte-là. Donc, en donnant le mandat à cette firme-là, elle va nous structurer. Puis, on va, à toutes les étapes, on va informer la population, puis ça va être nécessaire que la population soit à l'affût. Ça va être nécessaire que les gens regardent notre site Internet, suivent l'Infostin, suivent aussi les séances du conseil parce qu'on va vouloir que la population participe. Même si on ne croit pas qu'au bout du terme, les règlements vont être totalement refaits, on l'espère très fortement qu'on va avoir fait des très grands pas, qu'on va être rendu assez loin. Donc, on souhaite que la population soit à l'affût parce qu'on s'entend, on a la vie municipale à gérer aussi en même temps, puis il y a plein de choses qui déboulent, mais la refonte des règlements d'urbanisme va faire partie du quotidien. Le règlement date de quand? 2008, si je ne me trompe pas. OK. Fait que ça fait un bon bout. Là. Il y a des choses qui sont peut-être désuètes. Des choses qui ont évolué. Là. Nos PIA, là, ils ne sont pas nécessairement à jour. Exactement. Vos dépenses compressibles ont augmenté de quasiment 12 %. Pouvez-vous expliquer aux gens la différence entre une dépense compressible et incompressible, s'il vous plaît? Ce qui est incompressible, là, c'est tout ce qui est compte à recevoir, compte à payer. L'Hydro-Québec, les assurances, le salaire des employés, les contrats qu'on a payés, comme j'ai dit. Ce qui est compressible, c'est les activités qu'on choisit de faire. C'est le conseiller municipal qui rencontre son équipe et qui dit « OK, cette année, on fait une activité, je l'ai nommé tantôt, le festibiaire. » Le festibiaire, là, si on décidait de ne pas le faire, là, ce 25 000 $-là, c'est quelque chose qu'on peut enlever du budget. Donc, c'est ça qui est compressible. Ce qui est incompressible, c'est que c'est une facture qu'on reçoit et qu'on n'a pas le choix de payer. Mm-hmm. C'est à peu près comme ça que je pourrais résumer ça. J'aurais d'autres exemples. Là, c'est le camp de jour. Bon, c'est très, très clair. Merci beaucoup. Lorsque je me suis entretenu avec M. Rochelot, il me mentionnait qu'il y avait eu au cours des dernières années à Val-David un manque à gagner au niveau du développement économique et cela faisait en sorte que de nouvelles entreprises ne s'étaient pas établies. Et donc, un manque à gagner au niveau des taxes perçues auprès de ces entreprises-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui s'est passé à Mont-Blanc ou est-ce que votre développement économique est en bonne santé? Est-ce qu'il est non? Non, nous, développement économique bas de l'aile. Okay. On n'a pas de nouveaux commerces. Avez-vous des endroits pour les accueillir, par contre? Bien, c'est exactement ce que je disais tantôt. Là, on a accepté des projets de construction dans lesquels ça va prendre des espaces pour des commerces. On a aussi la CDE, la Corporation de développement économique de chez nous, va créer un petit comité pour lequel j'ai nommé trois conseillers. On va s'asseoir avec eux, puis ils vont nous aider à attirer, vont nous aider à mettre des conditions favorables pour attirer des commerçants. On aimerait beaucoup ça qu'il y ait du commerce local. Avez-vous une bonne quantité de terrains qui sont zonés mixtes ou commercial ou industriel, ou est-ce que c'est pas mal du agricole ou du récréatif? Non, on n'a pratiquement pas d'agricole. Honnêtement, je pense qu'on a une petite zone agricole. On n'a pas tant d'industriel non plus. L'industriel est sur le long de la 117, mais on a beaucoup d'espace dans la municipalité pour le commercial. OK. Parlez-moi un petit peu de l'importance d'avoir accueilli chez vous le Sentier des Cimes. Ça a été un beau projet, le Sentier des Cimes. Ça attire les gens, puis c'est ce qu'on avait envie. C'est avec ça qu'on avait envie de faire, de débuter la roue. C'est avec ça qu'on avait envie de dire aux commerçants, bien là, on en attire des gens, puis c'est 12 mois par année. J'allais dire 24 heures, mais c'est pas 24 heures, c'est 12 mois par année. Il y a un achalandage important grâce au Sentier des Cimes. Puis c'est un partenaire économique très, 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 très important pour nous. On croyait très sincèrement que c'est ça qui ferait en sorte qu'on aurait peut-être 1 ou 2 restaurants, puis peut-être une boulangerie, peut-être une charcuterie. On se disait, mais on est toujours en attente. Puis pour notre développement, comme je disais, tout ce qui est refonte de nos règlements d'urbanisme, puis
là où les secteurs, le zonage, ça fait toute partie de est-ce qu'on est capable aussi à Saint-Faustin de créer une zone commerciale tout près de la voie de circulation. On veut faire un raccordement pour le transport, les déplacements actifs, vélo, marche, pour faire une boucle, pour tourner dans ce coin-là, là où il y a l'ancien BMR là, qui est toujours à vendre et à louer. On aimerait bien ça. Avec notre terrain, on a un terrain face à Mont-Blanc. On aimerait bien ça aussi, avoir un autre pôle économique. Là. Donc, le Sentier des Cimes, c'était, on croyait, bien, on le croit toujours, là, la première étape. Être à la tête de la municipalité de... Votre premier mandat, ça s'appelait encore Saint-Faustin. Oui. Donc, être à la tête de Saint-Faustin et ensuite à la tête de la municipalité de Mont-Blanc, ce n'est pas votre première expérience en gestion puisque vous travaillez encore, je crois, pour le Centre de services scolaires. En effet. Directeur général adjoint. Parlez-moi Non, je ne suis pas directeur général adjoint, pas du tout. Je suis à l'approvisionnement maintenant. J'étais en direction d'école. J'ai été en direction d'école 15 ans. Puis là, je suis aux ressources matérielles. Parlez-moi un petit peu de ce que vous avez appris lorsque vous avez géré le personnel d'une école et lorsque vous avez géré un établissement éducatif scolaire au Québec et de comment ces leçons-là vous ont aidé lors de votre premier mandat. Bien, on l'a nommé tantôt, là, c'est la consultation. Okay. Aucune décision ne peut être prise si les gens concernés ne se sentent pas partie prenante de cette décision-là. Donc, gérer une école ou gérer une municipalité, là, moi, j'ai trouvé la transition, je dirais, pas facile, mais j'ai trouvé le mandat accessible un peu pour ça parce que je m'étais donné comme objectif, je ne prendrai aucune décision. Les gens pensent toujours que c'est le maire qui décide. Ce n'est pas le maire qui décide. Le maire consulte, puis très, très, très souvent, je n'ai aucune décision à prendre parce que les gens se sont sentis impliqués et la solution vient d'eux. Puis le conseil, je dirais, ce n'est pas des débats, ce sont des conversations. Puis à un moment donné, ben, la décision se prend ensemble et tout le monde est content. Parce que même si la décision, on n'est pas totalement en accord avec la décision, ben, on a participé au processus, on se sent respecté là-dedans. C'est démocratie qui parle, exactement. Et voilà. Est-ce que, cependant, il y a eu une décision lors de votre pré-mandat qui a été un petit peu plus délicate à prendre? Comme vous le dites, c'est le maire qui écoute ses conseillers, qui, eux, écoutent les gens de leur district ou de leur secteur. Donc, la démocratie municipale, c'est particulier parce que les gens ont directement accès à leurs conseillers municipaux, aux gens qui les représentent parce qu'ils se promènent dans la rue et les voient. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller directement à la source pour aller chercher son information. Est-ce que malgré cela, il y a eu des décisions plus difficiles à prendre lors de votre premier mandat ou au cours des 100 quelques premiers jours du second? Ben non, mais j'ai la décision qui me vient tout de suite à l'idée, là. Il y a eu un moment donné où il y a eu une demande d'un promoteur pour faire une garderie tout près des lignes électriques chez nous. Des lignes de quoi, pardon? Les lignes électriques. On a une grande zone, là, on est traversé par les lignes d'Hydro-Québec, puis un promoteur voulait tout près de ça faire une garderie. Tout le permettait. Mais la population a réagi beaucoup. Okay. Moi, j'ai entendu la population, puis j'ai rencontré des citoyens qui ont demandé à venir me rencontrer dans mon bureau avec des données, avec des études, sachant que je ne pouvais rien faire. Ce que j'ai eu à dire aux gens, c'est tout le permet. Laissez-moi parler au promoteur, laissez-moi regarder avec le promoteur, puis j'avais confiance que le promoteur était pour dire moi, ce n'est pas socialement acceptable. Je pense que je n'aurai personne comme client dans ma garderie. Honnêtement, on n'a pas eu à travailler très fort pour convaincre le promoteur de ne pas faire ce projet-là, même que je pense qu'on n'a même pas eu besoin de le rencontrer, là, mais ça a été une décision qui était difficile parce qu'il fallait que je reste transparent auprès des citoyens, j'entende les citoyens, puis que je fasse confiance. Souvent, il y a des décisions, il faut faire confiance à la vie. Là. Bien, j'ai fait confiance à la vie, puis je me suis dit, bien, le promoteur, en entendant tout ça, là, va bien comprendre que c'est pas une bonne idée, c'est pas gagnant. La garderie n'a jamais été construite. Vous avez mentionné l'importance d'être transparent. Dernière question, je vous le jure, ça fait déjà quasiment 30 minutes qu'on parle. Je fais ça rapidement. Au niveau de la transparence, soyez transparent avec vos résidents. Maintenant, quels sont les gros défis qui vous attendent et qui, par extension, attendent
la municipalité de Mont-Blanc au cours des 4 prochaines années de votre mandat? Les gros défis, c'est au niveau des infrastructures routières, puis au niveau de nos infrastructures eau et égouts. On a des données qui nous disent qu'il faut commencer à penser à une autre solution. Le système fourni, là, on est correct, on a assez d'eau potable pour 8 autres villages. L'eau potable, ce n'est pas un enjeu, mais c'est le traitement de l'eau, c'est les égouts. C'est de rendre aussi le service à des endroits où présentement, il n'y a pas de développement. Fait que le défi, là, c'est le développement. Avez-vous des enjeux de refoulement d'égouts? Non, pas du tout. Okay. Mais on a des espaces dans la municipalité qui sont à développer. Là où, avec le nouveau, je me promène, là, mais j'aurais dû dire que le gros défi, c'est le développement. Okay. On a des demandes. Au début, là, on improvisait. Là. Le conseil disait, ben oui, ça prend du monde, ça prend des gens, ça prend des travailleurs. On acceptait le développement. Puis ce qui est vrai, toute municipalité a besoin toujours de plus en plus de travailleurs. C'est très vrai. Mais on a trop improvisé. Okay. Là, le défi, c'est qu'on est en train, avec le nouveau conseil, de faire une vision de la municipalité, comment on veut la développer. Puis pour cette vision-là, on a des enjeux avec les services d'égout et les services d'aqueduc, parce qu'il y a des endroits dans la municipalité qui sont dans le périmètre urbain qui ne sont pas encore desservis par ces services-là. Okay. Puis on le sait, là, ça s'en vient comme une déneigeuse, là. Le ministère va nous obliger à cibler des endroits pour développer, puis il va nous dire qu'il y a des endroits qu'on n'a plus le droit de développer dans la municipalité. Et il va nous obliger à développer dans le périmètre urbain. Puis, vous allez avoir des obligations de densification? Oui. Okay. Puis on le sait qu'ils vont nous demander des choses on va devoir coordonner. Là. Il va falloir développer un peu plus en hauteur, il va falloir développer un peu plus dans nos noyaux villageois. Fait que c'est ça le gros enjeu. On va essayer de faire en sorte que ça se fasse en douceur, puis que ça soit cohérent avec ce qu'on a en place, les services en place. Puis s'il faut développer aqueduc et égout, il faut trouver une façon que les gens qui sont présentement desservis par ça n'aient pas à payer le nouveau développement d'aqueduc et égout. Il faut aller chercher des sous pour ça. Fait qu'on est en train de réfléchir à tout ça. Monsieur Levert, c'est très intéressant. Dernière question pour vrai, je vous le jure. On enregistre cette entrevue le 20 février, vendredi 20 février, juste après le match du Canada et pendant le match des États-Unis au hockey masculin. Avez-vous une prédiction pour la finale? Je souhaite de tout cœur que le Canada l'emporte, mais ça va être difficile parce qu'on sait que les Américains sont très physiques. Mais Canada. Yes, sir. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Puis à bientôt, M. Levert. Au revoir, merci. Wow.